Donc, c'est vrai que le Digital Club est très dynamique et nous sommes très digitalisés. Alors, tiens, je, hein, j'ai j'ai un petit souci. Euh, non, ouais. Oui, ben, il y a un slide qui a disparu. Alors, tout simplement, il y a le deuxième slide qui a disparu. Alors, moi, je suis le président de la société Adenom et de Loup-de-Mer. Nous œuvrons dans le numérique depuis un certain temps et je ne vais pas parler donc de la société, mais je vais parler de ma deuxième, voire troisième casquette, c'est en tant qu'expert judiciaire dans le numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un expert judiciaire dans le numérique? Eh bien, tout simplement, c'est une personne qui intervient pour des missions de perte de données, de vol de données, de problèmes d'e-réputation, des problèmes d'espionnage donc industriel, dans lequel j'ai exercé depuis 2000, puisque je suis expert judiciaire depuis l'an 2000, sur un grand nombre de missions. Alors, l'expertise judiciaire, c'est qu'on traite la donnée, parce que la donnée, c'est la valeur patrimoniale de l'entreprise. C'est un élément donc essentiel. Et quand on perd des données, c'est-à-dire qu'on peut avoir un préjudice. Ce préjudice, il faut donc le mesurer et il faut s'en assurer. Et donc, autour de nous, il y a un certain nombre d'assurances. Alors, avant d'entamer, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes parce que il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a un certain nombre de pays donc africains qui sont présents lors de ce séminaire. C'est des personnes que j'ai connues il y a un certain nombre d'années, donc je les salue aussi. Bien sûr, je salue tous les Français et tous les gens de PACA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que le 16 mars, il y a eu une déclaration donc de guerre. Restez chez vous, continuez à travailler depuis votre domicile si cela est possible. C'est notre cher président qui a annoncé ça. Et comment faire passer 2 millions de télétravailleurs à 8 millions de télétravailleurs? Par quels moyens? Quelle organisation? Ça, c'est l'objectif. Il y a eu un moment donc de panique, en disant mais le boom du télétravail, comment passer d'une économie où les personnes sont présentes dans leur entreprise et de leur dire maintenant allez rester chez vous mais continuez à travailler. Donc on va voir les problèmes de sécurité. Il faut voir aussi l'impact de la cybercriminalité, comment elle a explosé avec les nouveaux télétravailleurs. Alors ça, c'est des points essentiels en termes de protection. Alors le constat, comment allier télétravail et cybersécurité? Il faut savoir que maintenant, le télétravailleur, alors cela concerne tous les types d'entreprises, petites, grandes, moyennes, particuliers, tout le monde donc est concerné. Le télétravailleur devient un maillon faible de la sécurité de l'entreprise. On va présenter les outils, les méthodes, les risques, comment les cybercriminels donc interviennent. Alors, je ne vais pas faire une séance sur la cybercriminalité, j'en fais un certain nombre avec des experts et avec Interpol sur la cybercriminalité. Les cybercriminels donc, ont en progression constante avec la pandémie actuelle. Alors, ils sont sans pitié ni morale, ils attaquent. Là, dernièrement, il y a un hôpital qui a été attaqué au niveau donc, des données et il y a eu des pertes d'échantillons
d'anti-Covid-19 et il y a eu des trafics qui ont été menés sur des pays parallèles. Le cybercriminel est incroyable. C'est une personne généralement qui est très intelligente et ceux que ça intéresse et ceux qui sont très curieux, ils regardent dans la notion du darknet tout ce qu'il peut y avoir sur la cybercriminalité. Alors on va revenir, nous, à nos télétravailleurs et il faut savoir que 80% des télétravailleurs, d'après l'AFP, ne seraient pas prêts à être en télétravail. On ne s'improvise pas, télétravail, c'est-à-dire comment conjuguer vie privée et vie professionnelle. Le coronavirus, c'est la cybercriminalité, l'explosion du télétravail et comment rester chez nous, mais nous protéger. Et on est bien protégé par le confinement. Par contre, les systèmes informatiques ne sont pas tellement bien protégés. Alors j'ai pris deux exemples, aussi bien de Reuters avec Fabrizio Becce qui écrit la mise en place généralisée du télétravail dans le contexte des stratégies de confinement, mise en œuvre contre le coronavirus pourrait constituer une aubaine pour les pirates donc informatiques qui vont tenter d'infiltrer les entreprises, estiment les experts en cybercriminalité. Il faut voir que là, les cybercriminels s'amusent à attaquer les télétravailleurs. Et se protéger, c'est important. Le point que Chérod de Grippo dit, on n'a jamais rien vu de tel. On voit des campagnes avec plusieurs centaines de milliers de messages qui exploitent la crise du coronavirus. C'est vrai que même moi ce matin, alors c'est vrai que j'ai un certain nombre d'adresses mail, j'ai eu quatre mini risques d'attaque si je n'étais pas vigilant sur les coronavirus et on me demande de faire des dons en Afrique, on me demande de faire des tas de choses dans lesquelles il faut être très vigilant. Alors, tous concernés, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui existe, bien sûr, comme cybercriminalité? L'objectif d'un cybercriminel, c'est de gagner de l'argent. Donc, vos données ont de la valeur. Les exploiter, les revendre, ça s'est fait avant. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de 300% de tentatives d'escroquerie ou de mails pirates qui permettent d'atteindre l'irréputation et l'usurpation donc d'identité. L'usurpation donc d'identité, pour donner des exemples, j'ai eu un site d'un homme politique d'une collectivité qui était devenu un site pornographique. Il m'a appelé et m'a dit mais qu'est-ce que je peux faire? La première des choses, c'est savoir porter plainte le premier. Quand on se fait porter plainte le premier, on est partie civile. Et quand on est partie civile, disons qu'on a une réversibilité donc en termes de preuves. Donc c'est beaucoup plus facile. Par contre, si c'était un citoyen qui avait porté plainte, le maire donc aurait eu un certain nombre de soucis pour pouvoir donc travailler. Alors, l'irréputation, c'est important. L'usurpation d'identité, c'est pour prendre votre identité et faire des actions à votre place. C'est relativement facile quand on manipule bien donc l'informatique. Les principaux risques de cybermenaces, ça c'est un document qui vient du gouvernement. Le gouvernement donc a mis en place une cellule concernant la cybercriminalité ça représente environ 300 personnes qui sont basées donc du côté de Lyon.
La notion, je ne sais pas, mais moi, autour de moi, il y a eu, ces temps-ci, pas mal de ransomware. C'est-à-dire, ce sont on pirate vos données. On vous dit: «On a une clé, si vous ne payez pas, la somme qu'on vous donne, qu'on vous demande», et généralement, c'est pas en euros, on vous la demande en bitcoin, et on vous donnera la clé pour vous préserver de vos données. Alors ça, c'est arrivé à quelques entreprises au niveau de PACA, des TPE, des PME. Alors c'est vrai que bien souvent, on me contacte pour me dire qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont les manières qu'on doit réagir. Alors il y a tout un processus, bien sûr, à respecter, mais là, je dirais que c'est quelque chose de commun. Maintenant, on est à une puissance 300 fois supérieure au niveau normal de ce type de virus, de ce type de malversation, ce type de criminalité. Alors, pour répondre à tous ces problèmes, alors on a travaillé donc avec les membres du Digital Club sur les solutions qui existent. Comment aborder donc les points et les problèmes donc des solutions. On verra donc 5 points, hein, le contexte organisationnel et juridique du télétravail, son environnement donc informatique en télétravail, les sécurités, ces envois de mails, car on va bien voir que le mail est le maillon d'entrée, c'est la porte d'entrée donc aux cybercriminels. On verra comment sécuriser son patrimoine immatériel, ses données, ses documents. Et ça, c'est un point donc essentiel pour chacun. Et en un slide, on verra ce que nous proposons au niveau de la plateforme ADN numérique. Alors, le télétravailleur, donc sur la droite, je ne vais pas m'étendre, je l'ai mis, c'est tout simplement, c'est parce que c'est sorti juste avant la pandémie. C'était au niveau de Malakoff Médéric, 29% donc des salariés donc en télétravail, et généralement c'est dans les grandes entreprises et dans le secteur des services. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est que les mètres carrés ça coûte cher. Travailler donc à distance c'est beaucoup plus rentable quand on sait bien s'organiser au niveau donc des entreprises. Manager des télétravailleurs, ça s'apprend. C'est une nouvelle forme qu'il va falloir, disons, naître, qui va naître et qui va se développer avec une nouvelle économie. Alors, les bons réflexes. D'abord, c'est bien séparer sa vie privée et sa vie professionnelle quand on est en télétravail. On le voit, il y a des fois, il y a les enfants, on n'a pas d'espace, on n'est pas concentré, on est distrait par un tel, oui, tu vois bien que je suis en train de travailler, donc tout le monde passe. Les enfants sont aussi en téléconférence, en visioconférence. Mon épouse est en visioconférence actuellement pour donner des cours. Tout le monde travaille donc de façon à distance. Tout le monde travaille, mais de manière différente. Il faut séparer donc la vie professionnelle de la vie privée. Pour cela, il faut recréer des repères de temps. C'est crucial. Alors, crucial, il y a Bernard qui va me dire, attends, parle de la sécurité, pourquoi repérer du temps dans la sécurité? Tout simplement, c'est que le temps de travail, c'est le repère du télétravailleur. De quelle heure? C'est le matin, je dis bonjour, en disant, c'est comme si on était dans le bureau. Le fait de dire bonjour, ça n'a rien à voir avec la sécurité, comme me dit Bernard. Bon, par contre, c'est de dire les bureaux sont ouverts de telle heure à telle heure.
Ça veut dire que mon ordinateur et mes applications métiers sont ouverts de telle heure à telle heure. Et à ce moment-là, donc, on n'y accède plus. Il faut garder ces horaires. C'est un point important de protection des données. C'est le fait aussi de respecter les modalités d'accès aux applications. Les modalités d'accès donc aux applications, c'est ce qu'on appellera, et je crois que j'en parle au niveau technique, c'est que on est sur une application donc métier, on est connecté, quand on ne travaille plus sur cette application, automatiquement, elle doit se déconnecter. C'est une question de sécurité. Alors vous allez me dire, mais chez moi, je suis toujours en sécurité, il n'y a pas de risque. Ben, tout simplement, c'est que vous pouvez recevoir un mail, votre enfant vient et dire, tiens, j'ai envie d'imprimer, j'ai envie de faire une vidéo, donc je clique donc dessus. Alors, ça veut dire que l'application peut apporter donc des virus, c'est-à-dire si on ne fixe pas donc des règles. Alors, comment se protéger donc de ce fléau? Vous voyez donc l'écran qui est sur la droite, il y a segmenté votre ordinateur personnel de votre ordinateur professionnel. C'est-à-dire, c'est créer des sessions bien séparées, personnelles, d'une entreprise 1, entreprise 2, et là, vous garantissez une étanchéité entre les données d'un moment où vous êtes sur le privé et du moment où vous êtes sur le personnel. Séparer son espace donc de bureau, c'est le premier point et la première recommandation qui est très importante à réaliser. C'est un réflexe, hein. C'est simple, c'est pas compliqué, on l'a. Autrement, si vous ne savez pas le faire ou si les chefs d'entreprise ne savent pas le faire, il faut savoir donc le demander, mais c'est simple à faire. Le PPC personnel, alors, où l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir 2 PC, que votre entreprise vous donne un PC professionnel. Il doit être équipé d'un certain nombre d'outils, d'antivirus, des outils de connexion. Alors les connexions, c'est juste pour rappel, le Wi-Fi, il y a beaucoup de piratage de proximité de Wi-Fi si vous avez un code Wi-Fi qui n'est pas sécurisé. Bien souvent, les gens mettent des mots de passe simples. Mon code Wi-Fi, moi, doit faire 36 caractères. Et en même temps, il est sécurisé. D'autres vont dire, non, non, le Wi-Fi, j'en veux pas. Et dans les entreprises, dans certaines entreprises, il n'y a pas de Wi-Fi, nous sommes en filaire. Là, comme ça, il n'y a pas de problème. Les connexions, donc, il faut savoir que vous êtes soit en VPN. En VPN, vous le voyez donc en bas à droite, c'est un petit boîtier, c'est un tunnel qui permet de sécuriser la liaison pour des applications métiers entre l'entreprise et le télétravailleur. Ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir donc bien mettre en œuvre pour sécuriser les accès aux applications métiers qui sont sur et dans l'entreprise. Sécuriser et le mobile recevant des SMS. Alors le mobile et le SMS, on va voir qu'il commence à y avoir des tentatives de malversation avec les SMS. Le SMS va prendre tout son sens et va pouvoir confirmer des connexions. Vous les utilisez tous des fois pour des opérations donc bancaires et c'est un point important, c'est une double vérification. Gestion des mots de passe.
Alors, certains ordinateurs, on se posait la question aussi bien avec Bernard, c'est est-ce que tous les ordinateurs donc le permettent? Moi, je sais que mon ordinateur me permet d'avoir tous mes certificats électroniques, me permettent d'avoir tous mes mots de passe qui sont dans un coffre-fort à l'intérieur de mon ordinateur. Et pour y accéder, il me faut aussi un autre mot de passe. Et ça, si vous l'avez session par session, c'est-à-dire personnel entité 1, entité 2, ça ne pose aucun problème. Ça permet d'avoir trois coffres au niveau de votre ordinateur. La sauvegarde. Alors c'est vrai qu'on dit bah, la sauvegarde, on l'a fait sans problème. On a l'habitude de faire des sauvegardes. Alors le télétravailleur, lui, il n'a pas l'habitude de faire donc des sauvegardes. Si on ne lui rappelle pas, il faut faire des sauvegardes régulières. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que l'ordinateur peut tomber en panne. Donc, c'est un petit boîtier. Ce petit boîtier, il faut en faire régulièrement quand on travaille de façon offline, c'est-à-dire hors ligne, en local, sur son PC. Quand on est en ligne, la sauvegarde va se faire au niveau de l'ordinateur du serveur principal de l'entreprise. Alors, le travail sur les applications de l'entreprise en mode cloud ou en mode privé, ben, tout simplement, le mode cloud, c'est ce que vous utilisez actuellement pour un certain nombre d'applications qui sont en mode cloud. Vous allez avoir deux types de cloud, le cloud simple et le cloud privé sécurisé. Alors là, il faut faire attention. Certains clouds, on dit je suis dans le cloud, donc je suis sécurisé. Il faut faire donc attention que la sécurité soit bonne sur votre cloud. Sécurité, je dirais que, je le dis là et je le redirai donc tout à l'heure, c'est où sont, quand vous mettez vos données sur le cloud, où sont sauvegardées vos données. Je me permets d'intervenir, Alain. Est-ce que sur Dropbox, Google Drive, tout ça, on est en sécurité, OneDrive, tout ça? Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Merci Bernard. C'est que tout simplement, c'est que vos données, elles sont où? Elles sont généralement aux États-Unis. À 80%, donc elles sont aux États-Unis et elles sont gérées, et c'est-à-dire que vous pouvez, et aux États-Unis, donc aussi bien il y a le Patriot Act, ils peuvent donc arrêter, et d'un autre côté, ils peuvent, il n'y a pas de RGPD, et donc ils peuvent prendre les données et les exploiter. Dernièrement, moi, Google a essayé de me revendre mes propres photos que j'avais fait il y a à peu près 5-6 ans, et je me suis toujours posé la question, c'est comment ils ont pu obtenir ces photos. Je n'ai jamais souvenir de les avoir mis. Donc, il faut savoir que et ça c'est généralement le privé, quand on le fait, les données ne sont pas protégées. Je prendrais même, par exemple, quand vous avez Gmail, tout ça, c'est pareil. Vos données sont collectées. Par exemple, là, on utilise Zoom. Zoom, au niveau des États-Unis, ils ont accès donc aux informations que nous sommes en train de dire. La sécurité, donc, même des visioconférences et des webinars, il y a aussi toute une protection donc à avoir. Et ceux qui ont fait un très gros travail dans le domaine de la sécurité, c'est ceux qui donnent des cours et dans des écoles donc supérieures, ils utilisent des outils sécurisés, des visioconférences et des téléformations et des webinars, donc hautement sécurisés. Donc il existe de tout. Il faut savoir que vos données ne vous appartiennent, disons, peuvent être exploitées par n'importe qui. En mode privé, là, ben non, parce que c'est-à-dire que vous l'avez soit sur le serveur de votre entreprise, ou soit
que vous pouvez l'avoir, ce que j'appellerais en cloud privé, c'est-à-dire vous avez des serveurs qui sont en France, soyons je suis un peu chauvin, et qui peuvent fonctionner donc franco-français sans utiliser donc des services donc américains. Chaque pays peut avoir ses propres serveurs, et là je parle pour les personnes qui sont à l'étranger, et ces serveurs peuvent se dédouaner de l'emprise donc américaine. Il y a toute une application et il y a toute une gestion de sécurité et de protection donc des données. Comme il existe des outils de partage de dossiers et de partage de travail, alors il est important de pouvoir recréer le travail collaboratif entre plusieurs personnes. Là aussi, c'est de la donnée, il faut savoir la protéger. C'est important. Connexion aux applications qui sont dans le cloud, on vient de le dire. Connexion aux applications métiers internalisées, on vient de le dire. Et surtout, un dernier point, ce qui est très très important, c'est la gestion des time-out. Un time-out, c'est-à-dire que c'est qu'une application qui n'est pas utilisée pendant 90 secondes, on la coupe. On coupe la session, on doit se reloguer. Il y a encore beaucoup d'applications. Vous allez déjeuner et votre application est toujours donc active. Donc, préconisation, soyons prudents. Alors, comment détecter maintenant les pirates? Alors, on va faire la chasse aux pirates. Quelles sont les clés d'accès donc aux pirates? Comment détecter des mails frauduleux? Comment être vigilant? Quelles sont les méthodes et quels sont les réflexes que vous devez acquérir? Alors, nos chers pirates, ils sont très inventifs et ils sont même des fois géniaux. Moi, j'en côtoie et ils me montrent des trucs incroyables. On se croit des fois dans des films et ce que l'on voit des fois dans les films, la réalité dépasse même des fois la fiction. Je donne un exemple, ça c'est un exemple parmi les dizaines d'exemples que j'ai eus. La première question, quand on reçoit un mail, on doit dire attention, est-ce qu'il y a un piège dans ce mail? Crédit Mutuel, oui, c'est une de mes banques, oui. Je lis, je ne clique pas, je lis, je dis bon, c'est bizarre. J'ai un doute. Donc, réflexe, je regarde le lien, d'où ça vient. Bon, ça me paraît bizarre, c'est pas normal. Alors, comme ça me paraît bizarre, je dis attention, il ne faut pas y aller. Donc, pourquoi? Il ne faut surtout pas cliquer sur espace client. Parce que tout simplement, c'est que et les astuces aussi, c'est que la première recommandation en termes de bonnes pratiques et de sécurité, ne pas répondre à ce mail en disant par exemple je ne comprends pas, vous êtes qui, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que vous donnez votre adresse mail et le dialogue. Et par ce biais-là, c'est un commencement, disons, de piratage malgré vous. Donc, ne jamais répondre à un mail que vous recevez de cette manière-là. C'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, ne jamais cliquer sur un mail qui vous demande de vous connecter sur un espace client si vous n'en êtes pas sûr. Vous contactez l'auteur de ce mail, là c'est le Crédit Mutuel, et j'ai eu le Groupama, c'était pareil, où je dis non, je contacte le Groupama et je renvoie, ou je leur envoie un mail avec une adresse que moi je connais avec eux, en disant j'ai reçu ce mail-là, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est-à-dire qu'il faut demander donc l'avis, mais ne jamais répondre. Ça, ce sont les réflexes essentiels, privés ou entreprise, c'est la même chose. Parce que vous l'avez, ça c'est sur une session donc entreprise. Au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont, l'objectif, on l'a vu, c'est de vous piquer vos données, c'est de vous prendre votre identité. C'est vos données ont de la valeur et ils vont les revendre. Ils vont, par exemple, votre carnet d'adresse de client, votre CRM, ils peuvent vous piquer toutes les informations. Donc ça, il faut être vigilant sur le mail. Pourquoi être vigilant donc sur les mails? Aujourd'hui, il y a eu 300% d'usage du mail sur le mois de mars, en comparaison avec l'année précédente. Ça veut dire que nous sommes à plusieurs dizaines de millions de mails à la seconde dans le monde. Alors, le télétravail, le mail est le support le plus utilisé. Pour mémoire quand même, le mail a 45 ans. C'est ma petite note d'humour, parce que comme je ne vous vois pas, donc la réaction, il est tout jeune de 45 ans. Alors, le mail attire toutes les convoitises du piratage en tout genre. Il faut savoir, c'est quelle est la valeur légale du mail, parce que le mail, il y en a qui font des chats sur le mail, il y en a qui racontent un peu n'importe quoi sur le mail. Il y a des telles malversations, donc, ou des propos qui sont dits sur le mail, qu'il faut rappeler quand même des essentiels qui sont la valeur légale donc, du mail. La valeur légale donc, du mail, elle est la même valeur qu'un écrit papier, c'est-à-dire que depuis 2001, vous insultez quelqu'un par mail, en prenant une identité, et c'est pour cette raison que la notion de protection des identités est importante, la personne peut porter plainte. Et disons que le nombre de plaintes sur des diffamations d'informations, ça augmente vraiment de façon importante. Quelle est la responsabilité donc du télétravailleur et du chef d'entreprise? Alors, dans la notion donc du mail, si c'est un mail d'entreprise, il faut rappeler deux choses. Qu'une personne qui reçoit un mail d'entreprise, du moins qu'une entreprise reçoit un mail d'une personne, l'entreprise ne peut pas refuser le mail. C'est une force probante, il ne peut pas le refuser. L'adresse mail est un élément important. A contrario, si un télétravailleur utilise son adresse privée pour communiquer, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que si une entreprise écrit un mail à un privé, le privé peut contester ce mail, même s'il est de bonne foi. Il peut contester ce mail en disant que ce mail-là, ben non, moi je ne l'ai pas reçu, ce n'est pas la bonne adresse. Pourquoi? Parce qu'il faut demander à l'individu, c'est-à-dire à la personne privée, de bien obtenir son accord de communication. C'est-à-dire que pour dialoguer avec un mail privé et donner une valeur légale au mail, il faut que le privé donne son accord. Une fois qu'il a donné son accord, il ne peut plus revenir en arrière. Il le fait une fois, ou s'il répond à une entreprise en utilisant ce mail, ça vaut adresse postale. Donc, c'est un point essentiel en termes de responsabilité entre télétravailleurs
chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, est toujours responsable du télétravailleur et des actions du télétravailleur, même que le travailleur fasse chez lui. Ça, c'est un point important. Le télétravailleur, lui, doit respecter les règles que le chef d'entreprise aura fixées. Alors, il existe différents types de mails, des mails simples, des mails sécurisés. Et là, c'est l'équivalent du papier. On va dire qu'on peut remplacer le courrier papier par le courrier électronique. C'est pour cette raison qu'on les appelle le courriel. Ça a la même valeur donc légale. Donc, c'est intéressant. Des mails sécurisés ou des mails avec recommandés. Donc, il existe des solutions. Et à ce moment-là, vous pouvez envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception ou de lettres recommandées donc simples, sans accusé donc de réception. Il y a des sociétés comme A2AR, DocaPost, et il y a aussi la Poste suisse aussi, puisque c'est un marché qui est devenu libre. Donc des entreprises privées, ce n'est pas uniquement que la Poste, qui permet de faire des lettres recommandées. Il faut savoir où sont archivés donc les emails. Alors, si par exemple, il y en a beaucoup qui utilisent Gmail, Gmail, donc, c'est pas archivé en France. Donc, vos informations donc, de Gmail peuvent être utilisées à votre insu et vous n'avez strictement rien à dire. Alors, comment protéger ces données en télétravail? Excusez-moi, je bois un petit coup. À la tienne, Alain. Les données donc sont une valeur immatérielle de l'entreprise et les entreprises pensent qu'il y en a peu qui sont assurés concernant la perte de données. Ça serait intéressant d'avoir une explication un peu au niveau des assurances sur la perte de données, quels sont les dommages sur les pertes d'exploitation du fait de perte de données. Alors, l'objectif, c'est de savoir comment faire confiance aux informations reçues et comment donner confiance aux informations transmises. Parce qu'on a bien vu que c'est un constat et il faut trouver maintenant des solutions. Pour trouver des solutions, je vais donner des exemples parce que le temps m'étant compté, je vais aller un petit peu plus vite. Comment faire confiance à un document qu'on reçoit? Il te reste 5 grosses minutes. Voilà, tout à fait. Voilà, voilà. Alors, comment pouvons-nous faire confiance à un document PDF? Est-il possible de modifier un document numérique au format PDF? Tout le monde connaît le PDF. Là, j'ai pris un exemple de PDF scanné. Donc, on voit bien que le document, il est signé donc en bas à droite. Donc, je ne peux pas le modifier. Alors, tout le monde va dire, ouais, donc c'est un document scanné, qui est signé, qui est renvoyé par mail. Tout le monde fait ça. Toutefois, il y a Monsieur Gros Nounours qui arrive et ici, il dit, mais moi, je vais faire quelque chose. Tout simplement, je suis doté d'un outil qui permet au niveau d'Adobe de modifier les PDF. Ça veut dire que je peux dissocier l'ensemble des données qui est à l'intérieur du PDF, de prendre la signature de la personne, de la mettre sur un autre document et de créer donc des documents complètement différents, et c'est-à-dire faire une usurpation donc d'identité ou de modifier, de faire une fraude numérique de façon simple, en l'espace de 30 secondes, c'est tout à fait possible donc de faire. Alors, l'autre question, c'est si vous rencontrez ce type de mail, vous voyez,
Là, c'est une facture je suis en orange, et est-ce que je peux faire confiance à ce type de document? Alors, on peut faire confiance à ce type de document, mais pour cela, il faut faire quelques manipulations. Là, Par exemple, vous Alain, voyez, Alain, on est toujours dans Acrobat Rider là, hein? C'est pas un mail, tu as dit ce type de mail. En fait, c'est un PDF là. oui, 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 oui. D'accord. Je ne suis plus dans les mails, je suis D'accord. dans les PDF, c'est-à-dire dans les documents. C'est ça. On a fini les mails tout à l'heure, on a Mhm. passé dans la valeur patrimoniale, donc des documents. Les D'accord. documents, c'est les documents donc PDF, et la notion, donc c'est les formats qui sont les plus utilisés, c'est comment ils peuvent être utilisés. Donc là, on le voit, et là, j'ai transformé le document qui était en orange avant, et je l'ai transformé en vert, parce que tout simplement, j'ai rechargé donc le document. Je vais aller très vite, vous voyez, c'est quand c'est en orange, on a un certain nombre de croix rouges qui arrivent, et il faut à peu près 6 clics pour arriver à des validations de signature, et le document donc devient vert. Alors, dès que vous recevez un document avec un élément vert qui est ici, c'est quelque chose qui est un document où on ne peut pas modifier le document. C'est-à-dire que si avec mes outils de modification de PDF, je suis interdit, on ne peut pas modifier un document donc qui est signé. Donc, on peut afficher donc le certificat, la validité du certificat. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à ce document, aussi bien émis que reçu. Alors pour cela, on utilise un tiers de confiance, parce que quand on regarde devant, vous voyez, c'est signé là par Adenome, et avant, c'était signé par TrustWizard. Ce sont donc des tiers de confiance. Ces tiers de confiance, qu'est-ce que c'est qu'un tiers de confiance? Un tiers de confiance, c'est avant tout une personne externe, on est tripartite, c'est la plus haute responsabilité, c'est-à-dire que quand on est un tiers de confiance, on a la possibilité, c'est un témoin, c'est une preuve testimoniale, c'est un témoin, je suis A, je veux envoyer à B, et bien il y a C qui reçoit le document, et C renvoie le document à B. Donc, c'est-à-dire, c'est la notion tripartite. Il constate qu'il y a un certain nombre d'informations. C'est une action donc d'authentification, de redatage. Il y a beaucoup de types de tiers de confiance. Il y a par typologie des documents. Qui est tiers de confiance? Où sont vos données? Alors, les tiers de confiance, bon, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a des dizaines. Il y a Docapos, Chamberside, ODrive, Adenome, YouSign, Selensign, Certinomis. Vous avez Adobe, Google, DocuSign, VeriSign, GlobalSign. Pourquoi que j'ai séparé? Ben, c'est tout simplement, généralement, c'est qu'il y en a qui sont en France, et les autres côtés donc, sont aux États-Unis. Et ça veut dire que même si vous avez des certificats donnés, vous pouvez intégrer un certain nombre de certificats, et à ce moment-là, c'est embarqué dans le document. Mais si vous voulez avoir la traçabilité de tous les événements et stocker vos données et préserver vos données et votre patrimoine immatériel, il faut qu'il reste en France. C'est la préconisation que je vous fais. Point hyper important, parce que vous allez avoir pléthore de tiers de confiance. Alors, un tiers de confiance doit posséder une assurance spécifique. Cette assurance spécifique de tiers de confiance, c'est de pouvoir garantir l'intégrité des données, la non-répudiation des actions et la préservation des documents. Nous, par exemple, on préserve nos données, et si les données qu'on nous donne de nos clients, et dans ce cas de figure, on est couvert par les assurances Hiscox, par exemple, celles qui nous couvrent, et s'il y a un préjudice, on peut être dédommagé, donc les clients, jusqu'à 8 millions d'euros s'il y aurait une malversation faite sur les données, ou
une mauvaise utilisation donc des données. Alors, pour finir, on va traduire donc l'ensemble des usages venant du monde du papier vers un monde du numérique. La lettre, on le voit, la lettre simple, on peut utiliser un mail, on peut utiliser un SMS pour communiquer. Et il faut savoir que le SMS, et ça c'est très important, c'est surtout pour les experts judiciaires, mais pour les chefs d'entreprise, les SMS depuis 2007 sont force d'écrit et force probante. C'est-à-dire qu'on les utilise en termes de preuve. C'est un point important, ça date de 2007. La lettre recommandée, donc, on l'a vu, on peut l'utiliser, la lettre recommandée électronique et la lettre recommandée électronique avec accusé de réception. Un document envoyé et signé par l'expéditaire à un ou plusieurs destinataires, comme des convocations, on peut utiliser un tiers de confiance pour le faire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde du papier pourrait disparaître, et ce serait très bien aussi pour la planète de faire disparaître le papier pour pouvoir faire du numérique. Les documents donc envoyés pour une demande de signature, les contrats, les devis, les factures, les bons de livraison, on a vu tout à l'heure, dès qu'on avait un petit onglet vert en disant tiens, ce document, il est bon, il est infalsifiable, il est garanti, on peut avoir la traçabilité, son approbation. On peut avoir comme ça, on peut recevoir des documents reçus par un réceptionnaire, utiliser un espace sécurisé, soit en interne ou soit chez un tiers. Voilà. Et on peut classer donc un certain nombre de documents. Et il y a aussi des fonctions de tiers archiveurs. Des tiers archiveurs, ça existe depuis tout temps, mais plutôt que d'avoir des armoires, on peut avoir donc des archives. Synthèse, mode d'emploi, un rappel, être bien chez soi, organisation du travail et se fixer des horaires, avoir un environnement informatique fiable, bien séparer son espace personnel et son espace professionnel, bien s'organiser pour recevoir les informations par mail, ça c'est le point de vigilance accru, point vraiment hyper important, acquérir les bons réflexes d'ouverture de mail, utiliser les bons outils pour préserver les données donc de l'entreprise, être vigilant à chaque instant. Et les pirates sont à l'affût de la moindre faille, que vous soyez personnel ou entreprise. Si j'ai le temps, je vais présenter, nous, ce que l'on fait. Donc, on est tiers de confiance du numérique. On garantit donc l'intégrité et la valeur légale donc, des documents. On est éditeur de logiciels, donc hébergé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie tout ce qu'on a vu auparavant, et bien donc on le fait. Envoi de courriel sécurisé, envoi de SMS pour faire ce qu'on appelle des diplômes numériques. On a envoi de liens donc sécurisés où la personne viendra uniquement consulter le document, ne pourra pas le télécharger. Donc il y a plein de fonctions et de possibilités dans notre application. Stockage donc des documents, l'archivage des traces, puisque chaque action est tracée, horodatée et non répudiable. C'est un élément donc crucial, c'est d'avoir une garantie de pérennité de vos données. Préserver vos données, c'est le point essentiel pour pouvoir bien échanger et surtout pour que le télétravail puisse se développer dans une nouvelle économie donc naissante. Et dans ce cadre de pandémie donc actuelle, je finirai uniquement par ceci. Dans le cadre donc de notre action solidaire, on propose aux entreprises, et ça gratuitement, d'utiliser toutes les fonctions de la plateforme donc ADN numérique qu'on a vu juste avant. Et vous pouvez développer votre télétravail dans votre entreprise en toute sécurité et sans risque de piratage. Pour bénéficier de cette offre, membre du GEPA, vous êtes privilégié. Bien sûr, toutes les autres entreprises donc, peuvent le demander.
Et ça, c'est pendant jusqu'au 30 septembre, sans limitation de stockage et de nombre de signatures. Par exemple, quand on dit qu'un mail recommandé, une lettre recommandée électronique, c'est entre 3 et 7 euros. Une signature électronique, c'est entre 50 centimes et 2 euros. Quand vous avez plein de documents de stockage et d'archivage, à chaque fois, il y a des coûts. Eh ben, tout ceci, donc jusqu'au 30 septembre, c'est gratuit c'est un acte, on va dire, solidaire pour développer notre activité au niveau de notre région et plus, parce que je pense à ceux qui nous écoutent dans les pays voisins, ça marche aussi bien dans les pays donc, du Maghreb, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont présentes là. Merci Alain, merci beaucoup. Euh, je... J'ai une question pour toi Alain de Corinne. Sur quels critères les compagnies d'assurance se basent-elles pour valoriser la perte ou le piratage des données? Tu Est-ce peux que tu m'as répéter la entendu? question sur quels critères? Sur quels critères les compagnies d'assurance se basent-elles pour valoriser la perte ou le piratage de données? Alors, tout simplement, ça nécessite, disons, une expertise, c'est-à-dire que c'est un expert judiciaire qui intervient et qui regarde donc les dommages. Les dommages, et c'est sur rapport d'experts que qu'on a, disons, qu'on va dire, voilà donc l'impact. Est-ce qu'on peut récupérer? Qu'est-ce qu'on n'a pas récupéré? Parce que tout dépend du niveau. Les assurances pour perte de données et vol de données, faut regarder donc le préjudice, c'est-à-dire est-ce que moi j'ai eu des entreprises par exemple qui ont été bloquées par piratage donc de données. Ils n'étaient pas assurés pour ça. Donc, c'est une assurance spécifique. D'accord? Alors, vous pouvez inscrire vos questions sur le chat si vous en avez. Moi, j'en avais une petite personnellement. Alain, je me souviens plus trop ce que tu as dit à ce niveau-là, mais comment on envoie un recommandé par mail? Un recommandé par mail, suivant donc sur la plateforme, tu prépares ton courrier donc sur ton Word, tu le mets donc en PDF, tu l'envoies sur une plateforme et suivant le type de plateforme, tu as plusieurs solutions. Soit qu'il est envoyé à l'adresse donc électronique de la personne, ou soit qu'il est rematérialisé et envoyé à l'adresse physique de la personne. Il y a différents donc niveaux. Le tiers, c'est-à-dire qu'il y a enregistre comme quoi le document donc il l'a bien reçu et il enregistre comme quoi le document il l'a bien envoyé. La personne va lui donner un retour et un accusé de réception. Ça veut dire qu'en fin de compte, on a le suivi de la traçabilité de l'action qui est faite entre A et B via le tiers. D'accord. J'ai une autre question de Olivier. Y a-t-il des dispositifs spécifiques pour la sécurisation des données comptables en dehors de l'existant chez l'expert comptable? Je ne comprends pas la question, tu peux répéter? Bien sûr. Y a-t-il des dispositifs spécifiques pour la sécurisation des données comptables? Non. Bah, disons des données comptables, il n'y a pas de sécurisation spécifique. C'est-à-dire que le comptable peut avoir le même processus et les mêmes outils. C'est une C'est ce que dit, entreprise comme une c'est autre ce qu'il dit, entreprise. hein, en dehors des experts comptables, évidemment. Il y a Michel qui parle de coffre-fort numérique. Oui, mais le coffre-fort numérique, c'est alors
coffre-fort donc numérique, c'est quelque chose qui peut être statique. C'est-à-dire qu'on met les données dans le coffre, c'est comme un coffre de banque. Donc, tu y accèdes uniquement pour consulter. Il n'y a pas de dynamisme vis-à-vis comment dire, c'est pas des documents dynamiques, ça peut être des documents statiques. Donc, il existe des coffres-forts donc électroniques. Et les coffres-forts électroniques, après, on peut vérifier. Il y a certaines solutions. Ils ont été rachetés par ODrive, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, je pense à des anciens collègues. Ce qu'ils avaient inventé, c'est le coffre-fort électronique dynamique. Tout simplement, c'est qu'après, il y a une question qui a le droit de consulter les informations qui sont dans le coffre-fort. Donc, il y a des gestions de droits d'accès qui sont différents pour le coffre-fort. D'accord. Ok, y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire, ce premier webinaire du Digital Club. Merci Alain pour ta présentation. Tu es donc l'initiateur de ce webinaire. Donc, on a ce visuel-là, si on a besoin de te contacter pour tous les renseignements que tu as donnés et pour tester ta plateforme. Je vous souhaite à tous une très agréable journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel événement du Digital Club. Merci à tous. Bien, merci. Donc, moi, je dirais que le dernier mot, c'est ceux qui veulent bénéficier des usages de la plateforme, vous me contactez. Autrement, il y a Laurine et Mathieu qui doivent être présents, seront là aussi pour vous aider à utiliser donc la plateforme. Et il y aura un webinar aussi pour l'utilisation donc de la plateforme, pour savoir comment l'utiliser facilement. Merci Voilà. Alain. Merci à tous. Allez, au Au revoir. revoir. Au revoir.